Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. On continue cette 5e saison avec, pour cet épisode 51, un invité que vous connaissez déjà sûrement, vous avez peut-être même écouté son podcast, Simon Robic, qui est l'animateur du podcast No Code Family, dans lequel il a reçu plein de membres hyper intéressants de l'écosystème no-code. Et j'avais envie avec lui, dans cet épisode un petit peu particulier, de faire une rétrospective de son podcast, et pas d'une autre, et de voir ce qu'il avait au fil de tous ses invités, tiré comme conclusion, enseignement, un petit peu l'idée qui s'était fait lui du no-code, même s'il en avait une déjà avant évidemment, mais comment peut-être justement ça s'est affiné au gré des échanges qu'il avait eus. Et donc je vais lui poser un petit peu les questions que lui a l'habitude de poser dans son podcast, pour qu'il nous dise à la fois un petit peu ce qui est ressorti de ces différents entretiens, et puis l'idée que lui maintenant en a, qui nous livre un petit peu sa réponse, j'ai envie de dire. Voilà, puisqu'il pose régulièrement un peu les mêmes questions à ses invités. Nous, on va lui poser en retour et voir un petit peu ses conclusions. Vous verrez d'ailleurs, c'est très intéressant. Finalement, on va pas parler tant que ça d'outils dans cet épisode. Simon est très attaché au côté produit du no-code et à toute cette vision, à tout cet écosystème. Et donc, voilà, ça change un petit peu, et c'est un petit peu, je trouve, à l'image de cette 5e saison, où on va un petit peu peut-être moins parler des outils et commenter le no-code game. Ça, on le fait de toute façon tous les jeudis à 13h. Donc, voilà, c'est l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et je vous laisse tout de suite avec cet épisode. Salut Simon, et bienvenue sur le podcast de Contournement. Salut Alexis. Nos auditeurs te connaissent déjà sûrement puisque tu animes également un podcast qui s'appelle No Code Family, dont tu m'as même fait l'honneur d'une invitation. Je t'en remercie à nouveau. Tu es également cofondateur d'une société qui s'appelle Scribe, et tu as différents side projects autour du no-code dont tu nous parleras tout à l'heure. Je suis très content de te recevoir car je voulais te proposer de faire un petit épisode un peu spécial, un peu comme tous les épisodes là de cette 5e saison, pour faire une petite rétrospective de ton podcast en fait, et de un petit peu des différents enseignements que tu as pu tirer de la vingtaine, 24 tu es je crois, invités que tu as déjà reçus. En tout cas là au jour où on parle. Ouais. Et d'autant que ce que je trouve intéressant dans ton podcast, c'est qu'il y a certaines questions que tu poses systématiquement à tes invités. Tu as quelques questions comme ça qui sont toujours les mêmes. Et donc ça, j'ai l'impression que ça peut, au travers des différentes réponses que tu as pu avoir, puisque les gens sont des profils assez différents, un petit peu nous donner le ton de la communauté no-code francophone. Voilà, donc un petit épisode entre podcasteurs no-code. Bon, et voilà, on risque d'avoir plein de choses à se dire. Alors pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, bah déjà, merci, je suis très content d'être ici. J'avoue que je suis vraiment beaucoup plus habitué à être dans la position de celui qui pose les questions, donc j'espère que je serai à la hauteur. Pour me présenter, écoute, je vais bientôt avoir 33 ans. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans l'univers des startups. J'en ai fondé 2. La première, c'était en 2013. C'était un outil qui s'appelait Bringer, et en fait, on faisait une solution d'écoute et d'analyse des réseaux sociaux qui permettait aussi d'aller prendre la parole et de mesurer en fait ces prises de parole sur les réseaux sociaux. Donc c'était un outil qu'on vendait plutôt direction marketing. Et en fait, donc cette boîte a été rachetée en 2015 par un autre éditeur SaaS français qui s'appelle iAdvise, qui est une plateforme de gestion des conversations entre les marques et les consommateurs. Et en fait, avec ce rachat, moi, j'ai rejoint l'équipe d'iAdvise. J'étais product manager. Donc vraiment, je travaille dans l'équipe produit avec une première mission de venir fusionner nos 2 outils. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur d'autres parties du produit et j'ai également été en charge du product marketing. Et puis là, depuis un peu plus d'1 an, je suis parti d'iAdvise pour remonter une deuxième boîte qui s'appelle Scribe, où on fait un outil de questionnaire en ligne, mais qui est vraiment destiné là aussi aux équipes produits. Parce que l'idée, c'est d'aider nos clients à venir poser les bonnes questions un peu au bon moment à leurs utilisateurs, directement dans le produit, pour venir mieux comprendre en fait les attentes des utilisateurs et comme ça améliorer son produit un peu au fil de l'eau et s'assurer que ces utilisateurs sont les plus contents possibles et qu'ils restent, qu'ils continuent à utiliser le produit. Donc voilà, moi c'est ces jobs et ces missions autour du produit, c'est ça qui anime un peu ma carrière là, depuis une dizaine d'années. Et c'est aussi ça qui m'intéresse dans l'univers du no-code, cette capacité finalement pour tout le monde de venir créer des nouveaux produits.
Et donc c'est un peu dans ce cadre-là que je me suis intéressé à cette communauté, un peu à presque cette nouvelle industrie, et que j'ai décidé de me pencher dessus et donc d'en parler au travers de mon podcast qui s'appelle la No Code Family. Super. Est-ce que c'est quoi ton background, juste pour savoir un petit peu par curiosité? Est-ce que tu es un tech ou pas spécialement? Alors oui et non. En fait, moi quand j'étais petit, je voulais être journaliste et c'était mon rêve, tu vois. À force de lire des BD de Tintin, moi aussi, je voulais être reporter, tu vois, comme lui. Donc j'ai d'abord commencé mon cursus un peu là-dedans. J'ai fait une fac de droit. Ça a pas duré très très longtemps parce que je me suis retrouvé au milieu d'un amphi de 300 personnes. C'était pas forcément fait pour moi, tu vois. Et donc j'ai décidé de faire un gros virage et de plutôt m'orienter dans l'informatique entre guillemets. Donc j'ai fait une école d'informatique, mais en fait même quand j'étais à l'école, donc j'y ai appris un peu à coder, tu vois. Mais même quand j'y étais, moi j'étais beaucoup plus intéressé par les usages et qu'est-ce qu'on faisait finalement avec ces technos. Là où mes camarades de classe, eux avant, avaient plutôt fait tu vois, un bac scientifique, tout ça, donc étaient très intéressés par la partie technique. Moi, ça m'intéressait beaucoup plus de savoir à quoi ça allait ressembler, comment on pouvait rendre ça beaucoup plus intéressant, intuitif pour les utilisateurs. Et donc quand je suis sorti de cette école-là, après avoir eu mon diplôme au bout de la 3e année, en fait, j'ai plus jamais codé, mais ça m'a permis d'avoir un peu ce vernis technique, d'être en capacité aujourd'hui d'échanger avec des développeurs, de comprendre en partie leurs contraintes, leurs enjeux, aussi parfois de venir les challenger sur certains choix mais aujourd'hui il faudrait pas que je fasse une ligne de code, ça serait pas sérieux quoi. Voilà. Ouais, non mais c'est hyper important d'avoir. C'est pour ça que je pose toujours la question, parce que je trouve que ça a un impact quoi. Il y a toujours un impact quand même. C'est pas indispensable, mais je trouve que les no-codeurs et no-codeuses qui ont quand même eu une expérience technique ou des études techniques ou des choses comme ça, il y a une petite profondeur en plus quoi, qui peut s'acquérir grâce au no-code, mais je trouve quand même qui est appréciable en général. Ouais, alors moi en tout cas ce que je retiens de cette période-là, c'est du coup ce vernis, et puis que ça m'a permis aussi de faire pas mal de rencontres dans cet univers numérique, tu vois, et de faire mes premiers stages dans des startups qui existaient à Nantes à l'époque où je suis toujours. Et en fait, ça m'a ouvert aussi le champ de ce qui est possible en termes de création, d'entrepreneuriat, et aujourd'hui c'est quand même peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble là, mais c'est quand même pour moi un des éléments assez clés du no-code, c'est cette capacité à créer en fait pour un peu tout le monde quoi. Et moi à l'époque, j'ai vu que des gens créaient des choses dans l'univers qui m'intéressaient en tant qu'utilisateur, et donc ça m'a permis de me dire ok, peut-être que moi aussi je vais pouvoir créer dans cet univers-là demain. Et donc, au-delà du vernis technique que j'ai toujours aujourd'hui, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans la création d'entreprises, la création de produits. Donc, j'en garde quand même tout ça aujourd'hui, quoi. Ouais, tu t'en parles des fois dans ton podcast. D'ailleurs, tu as vraiment cette vision de se dire, bon, la technique, quelle qu'elle soit, code, no code, finalement, c'est au service d'un projet, au service d'un produit, même plus qu'un projet, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment si maintenant tu as plutôt ce profil, on va dire, de product manager, c'est que tu as vraiment cette envie, cette finalité du produit, mais tu as aussi quand même la partie conception, on va dire, création, réalisation, qui t'intéresse. Je trouve que le point commun un peu de tout ça, l'entrepreneuriat, le product management, et puis aussi toutes les perspectives qui sont ouvertes par le no-code, en fait, pour moi, c'est la résolution de problèmes. C'est ça, en fait, qui va m'intéresser le plus. Je trouve que c'est ce qui est un peu au cœur du métier de PM, c'est que, en fait, tu vas identifier un problème chez tes futurs clients ou tes clients actuels, et tu dois concevoir quelque chose. Alors, soit purement en spécification un peu écrite, ou peut-être grâce au no-code, si tu sais pas coder, même des prototypes finalement, tu dois concevoir la réponse à ce problème et t'assurer derrière que cette réponse, c'est effectivement la bonne réponse, qu'elle aide vraiment tes utilisateurs à résoudre leurs problèmes, que ça les aide à avancer. Et je trouve que ça, c'est passionnant au quotidien, en fait, de travailler sur ce genre de sujet, quoi, d'aller identifier ce qui marche pas chez quelqu'un, dans son métier, dans sa vie au quotidien, et puis de lui apporter une solution. Et quand tu te rends compte que, en tout cas, moi, ça me fait ça. Quand je me rends compte que la solution que j'ai conçue et sur laquelle on a travaillé, eh bien, elle résout vraiment le problème du client, de l'utilisateur, et que il est content, que ça lui apporte de la valeur. Je trouve que c'est un vrai grand plaisir, quoi, finalement. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, en
en parlant, là, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que donc, moi, à la base, je suis dev, mais je n'étais pas un très bon dev parce que c'est vrai que je m'intéressais pas trop à la technique et plus à la finalité, tu vois, à ce qu'on fait. Et j'ai même, à un moment, quand je suis un peu réorienté, j'ai postulé pour des postes de product manager, etc. Bon, finalement, j'ai pas été pris, donc je suis reparti un peu plus dans la technique. Et en fait, maintenant, finalement, c'est vrai que je fais partie de ces gens de la communauté no-code qui passent la plupart de leur temps à parler des outils, tu vois, à parler et en fait, j'ai perdu un peu ce truc du produit. Et enfin, c'est pas que c'est dommage, de toute façon, il faut des deux. Mais tu vois, en fait, je sais pas, parce que tu vois, je crois que tu parlais de ça dans l'épisode avec Christelle, tu vois, où tu disais, voilà, on parle beaucoup d'outils dans la communauté, tu vois, et des fois, on oublie un peu la finalité. Et en fait, sur le coup, tu vois, je m'étais pas dit, bah ouais, je suis comme ça. Et en fait, si, carrément, quoi. Alors, pas pour parler de toi en particulier, mais je trouve que c'est peut-être une des limites, je trouve, de ce mouvement aujourd'hui autour du no-code. Et en même temps, je le comprends. Je comprends cette limite-là. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup, beaucoup aux outils. Et tu vois, tu vas trouver beaucoup de contenu sous différentes formes qui vont te parler outils de façon hyper précise et tout. Et on oublie souvent de parler de pourquoi utiliser ces outils, en fait, tu vois, finalement. On parle beaucoup du comment utiliser les outils, mais peu du pourquoi. Et en fait, je comprends ça parce que c'est tellement un nouvel univers qui est en train de s'ouvrir à nous et que, tu vois, il y a une forme, quand tu découvres un nouvel outil qui a l'air surpuissant, t'as une forme d'adrénaline, en fait, dans la découverte de cet outil, tu vas t'y plonger, tu vas aller le partager et en même temps, bah, comme t'avais pas forcément un vrai besoin d'utiliser cet outil, dans beaucoup de cas, tu vas un peu le délaisser, puis tu vas sauter à l'outil suivant, tu vois, et Absolument, ouais. je pense que c'est humain, tu vois, enfin, j'ai rien pour appuyer ces propos-là, tu vois, j'ai pas d'études ou quoi, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose d'humain d'avoir cette forme d'adrénaline, d'excitation quand t'as un nouveau jouet un peu, quoi, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Mais in fine, je pense que, enfin, j'espère aussi peut-être que cette limite-là ou ce biais, tu vois, de la façon dont on regarde le no-code aujourd'hui qui est très outil, j'espère que ça va finir par s'estomper un peu et qu'on va s'intéresser d'abord à qu'est-ce que j'ai besoin de créer et ensuite, bah, du coup, quel outil je vais utiliser. Parce que dans l'univers du code, même si les gens nous écoutent ne savent pas coder, je pense qu'on comprend les grands concepts, mais c'est comme si du coup, on se disait, bah tiens, je vais créer un nouveau logiciel et que la première chose qu'on allait faire, c'est choisir sa technologie de base de données, le langage de programmation qu'on va utiliser, avant de se demander qui va utiliser le logiciel et de quoi est-ce que ces gens ont besoin. Tu vois, bah, je trouve que dans l'univers du no-code, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent par défaut, bon bah je vais faire un truc dans Notion ou je vais faire un truc dans Bubble avant et qui vont se mettre à la réalisation même du produit qu'ils veulent créer, avant même de se demander finalement qui sont les gens qui vont s'en servir, de quoi est-ce que ces gens ont besoin. Et ensuite, bah, peut-être qu'effectivement Bubble c'est le bon outil pour le faire, mais peut-être pas, et peut-être des choses qui vont permettre de résoudre le problème, tu vois, plus simplement, enfin plus rapidement. Et voilà, je trouve que c'est un peu la limite aujourd'hui, mais je pense comprendre pourquoi est-ce on a cet angle-là encore aujourd'hui, et j'imagine qu'un jour ça va finir par s'estomper quand ce côté peut-être un peu nouveau et excitant, pour utiliser un mot anglais un peu shiny, tu vois, brillant, tu vois, qu'on a un peu aujourd'hui autour de tout ça, va finir par devenir un peu plus normal et moins nouveau, quoi, tu vois. Ouais, non, je pense qu'il y aura toujours un petit peu de place pour. On va dire qu'il y a la veille. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens qui se ruent un peu sur les nouveaux outils, qui les comparent, etc. Mais il faut pas que ça monopolise toute la discussion, quoi, clairement. Et c'est un truc qui m'a presque quasiment dégoûté du dev. Hein, dès qu'il y avait un nouveau framework, tu vois, tout le monde se mettait dessus. Puis en fait, tu dis putain, mais je viens d'apprendre un truc déjà il y a un an, c'est déjà plus bon. Maintenant, il y a un nouveau qui est plus à la mode. Enfin, et tu t'en sors plus. Et tu vois, en plus, quand tu commences un peu à vieillir entre guillemets en tant que développeur, tu fatigues de ces trucs-là. Ouais, quoi. bien sûr. Ouais. Et ouais, je pense qu'il y aura un petit peu ça avec le no-code. Mais c'est marrant parce qu'en plus, ce que tu dis, le no-code est quand même très lié à la démarche Lean Startup, etc. Donc, on a toujours souvent ce discours de se dire, bon, pour tester, valider une idée, etc., il y a souvent une méthode un peu frugale, un peu efficace, juste un typeform, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à un point où on a toujours ça, mais en même temps, on est revenu quand même à ce côté... Ouais, est-ce que j'utilise Typeform, Jotform, je sais pas quoi, on se repère un peu dans ce truc de se poser les mauvaises questions et pas de se dire oui, il faut juste que je teste, je valide mon idée, quel que soit l'outil.
si c'est la meilleure solution à l'instant T, c'est bon, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En théorie, ça devrait être le bras armé du Lean Startup, en fait, le no-code, parce que c'est ce qui, en théorie, te permet d'aller prototyper hyper vite, lancer une première version de ton produit hyper vite, puis après d'itérer au fur et à mesure que tu reçois des retours, en fait, de la part de tes premiers utilisateurs. Mais en réalité, je trouve que dans beaucoup de cas aujourd'hui, puisque c'est tellement simple de créer, en tout cas beaucoup plus simple qu'en codant, eh ben en fait, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans cette étape très opérationnelle de la création et qui en fait vont passer des semaines et des semaines sur Adalo, sur Bubble, à ajouter toujours plein de nouvelles fonctionnalités sans jamais donner leur outil dans les mains de leurs utilisateurs, tu vois. Et donc c'est presque le contre-coup du no-code, c'est-à-dire c'est tellement facile d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, de créer des nouvelles choses, qu'en fait tu peux vite tomber dans la spirale, tu vois, de cet ajout, sans à un moment donné te dire stop, là il faut, et dès que possible en fait, il faut aller donner ça dans les mains des gens qui demain sont censés me donner de l'argent pour s'en servir, pour savoir si je suis en train de créer quelque chose d'utile, de performant, de pertinent, et ça ouais, c'est un peu c'est dommage en fait quelque part, quoi. C'est hyper intéressant, je m'étais jamais fait la réflexion comme ça, tu vois. En fait, c'est-à-dire que comme ça devient plus facile d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, parce que tu vois, on est tous réseauphés du côté MVP, vraiment le moins de fonctionnalités possible, mais en fait, avec le no-code, on peut avoir espèce d'effet rebond, comme on dit un peu dans l'écologie et tout, où quand tu as une nouvelle technologie qui te permet d'économiser beaucoup de carbone, en fait, tu vas utiliser 2 fois plus cette technologie, donc en fait, tu vas émettre 2 fois plus de carbone, quoi. Et là, on a un peu ça aussi, peut-être. Tu vois, j'avais jamais vraiment vu ça comme ça, mais c'est très intéressant de le souligner, quoi. C'est-à-dire que des fois, la facilité de production, soit par exemple avec Adalo ou Bubble, peut t'inciter à faire des choses dont t'as pas vraiment besoin d'un point de vue strictement product management. Exactement, ouais. Et bon, je pense qu'encore une fois, c'est lié à ce côté un peu brillant, nouveau jouet. On a envie de creuser, de tester des trucs, mais en fait, parfois, on devrait être capable de se dire non, mais là j'ai pas besoin en fait d'ajouter tout ça. Ok, ça m'intéresse intellectuellement de tester, de découvrir les possibilités de cet outil, mais en fait dans le cadre de mon projet, j'ai besoin juste d'ajouter telle et telle fonctionnalité et c'est tout. Et je vais le donner à mes utilisateurs et je vais voir ce qu'ils en pensent, parce que si ça se trouve déjà ce cœur du produit ne marche pas, ne répond pas à leurs problèmes, et ça sert à rien d'en ajouter plus parce que le cœur de ce que je dois leur donner n'est pas bon. Donc déjà, travaillons sur ce cœur-là, faisons en sorte qu'il soit utile, qu'il réponde à leurs besoins, et après, j'irai ajouter d'autres trucs, en fait, quoi. Ah, carrément. Non, mais c'est toujours bien de rappeler un peu ça. Bon, on est vraiment rentré direct dans le vif du sujet, mais c'est très intéressant parce que je trouve que ça montre tout le temps un petit peu justement un peu cette orientation que t'as, et c'est important, je trouve, d'avoir voilà, tu vois, une appétence plus spécifique sur un sujet, enfin sur un angle, on va dire, du même sujet, quoi. Et de voir chacun un peu le. Et c'est ma passion pour le produit, tu vois, et et je trouve ça vraiment fabuleux, cette démocratisation en fait de la création qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, je vois aussi du coup plein de gens tomber dans les pièges qu'en tant que product manager, on est un peu habitué à éviter. Et il y a une forme de frustration finalement en observant ça, en disant c'est dommage, il y a plein de bonnes idées qui en fait sont en train de se noyer dans justement le non-respect de ce côté lean et très itératif, et comment est-ce que je vais me confronter à mon marché entre guillemets le plus tôt possible, alors qu'on sait bien quand on travaille dans l'univers de la création de produits depuis longtemps que en fait c'est ça la bonne méthode, parce que c'est celle qui t'évite de te perdre, de passer du temps sur des choses qui servent à rien, et puis à la fin de jamais trouver ton marché et les gens qui vont utiliser ton produit. Donc c'est pour ça en fait que je m'anime quand on parle de ça, parce que je trouve que voilà, c'est dommage, on passe peut-être parfois à côté du potentiel de superbes idées à cause de cette tendance qu'on peut avoir naturellement à se plonger dans un produit et à toujours vouloir en rajouter plus, quoi. Et tu vois, je pense que ça, c'est important de le marteler, parce que ça s'applique, alors évidemment, dans un contexte, on va dire, de start-up, de produits start-up, de plateforme, de SaaS, je sais pas. Mais moi, je trouve que ça s'applique aussi complètement à tous ces outils qu'on se fait en interne. Tu vois, enfin, nous, notre formation Airtable, elle débute aussi quand même un peu sur cette notion de MVP et tout, parce que c'est pareil, en fait, quand tu te fais ton propre produit pour, je sais pas, faire ta compta, ton CRM, etc., il faut pas se faire une usine à gaz non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est exactement le même motivation, même si t'as pas une finalité de vendre, tu veux quand même te résoudre un de tes problèmes, et donc c'est vraiment la même logique, quoi.
En fait, ça reste du produit. Même si c'est pas à destination de l'externe et de clients qui ne sont pas dans ton organisation, ça reste la création d'un produit dont les clients, entre guillemets, sont internes. Tu as des utilisateurs qui sont internes. Et la logique, pour moi, elle est la même. Il y a un problème, qu'il soit rencontré en interne dans ton entreprise, ton association, etc., ou que ce problème soit rencontré par des gens qui demain seront simplement, entre guillemets, tes clients. Ça reste un problème à résoudre et ton produit doit le résoudre. Et donc, les méthodes pour arriver à s'assurer que ton produit est utile doivent rester les mêmes, grosso modo les mêmes. Non, exactement. Super. Et écoute, alors je te propose qu'on passe un peu à la deuxième partie où, voilà, comme je disais en intro, j'aimerais bien qu'on fasse une petite synthèse, un petite rétrospective, je sais pas quel est le bon mot, un petit peu de tes invités. Déjà, est-ce que tu peux nous lister un petit peu, je sais pas comment dire, un peu les profils de tes invités ou même les gens, hein, mais tu vois, je veux dire s'il y a quelques tendances qui se dégagent. Ouais. Écoute, dans les gens que j'ai reçus, il y a à la fois justement des gens qui se sont lancés dans la création de produits comme ça, qui sont entre guillemets des start-upers et des start-upeuses, mais dont le cœur du produit a été créé grâce à des outils no-code. J'ai reçu un peu des observateurs, des gens qui tu vois, produisent des contenus, des newsletters autour du no-code et qui du coup ont une vision un peu plus haute en fait de cette industrie-là. Ça m'intéressait aussi. Ouais. Et puis j'ai reçu pas mal de gens qui, tu vois, qui sont un peu indépendants, freelance, qui ont monté des collectifs ou des agences en fait aussi autour de cet univers. Et c'est aussi intéressant parce que eux voient aussi une diversité de projets, tu vois, et des demandes de leurs clients pour qu'ils opèrent du coup grâce au no-code. Et ça permet aussi d'avoir une vue assez globale des besoins et des possibilités finalement de cet univers-là et de qu'est-ce qu'on peut vraiment résoudre et jusqu'à quel point on peut résoudre ces problèmes grâce au no-code. Donc voilà, c'est un peu les trois catégories différentes d'invités que j'ai pu avoir. Ok. Eh écoute, alors ce que je te propose, c'est qu'on reprenne un petit peu quelques-unes de ces questions que tu poses régulièrement. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un petit peu ton sentiment, tu vois, qui se dégage des réponses que tu as eues, ou alors peut-être, tu vois, si tu as eu des réponses, souvent la même, et puis des fois une qui était dissonante, ou je sais pas, enfin, tu vois, un petit peu, voilà, à toi de me dire un petit peu ton sentiment, et puis peut-être toi aussi l'impact que ça a eu, et sur comment toi tu répondrais à cette question maintenant. Okay. Peut-être, je sais pas d'ailleurs si ça a changé quelque chose d'avoir entendu toutes ces réponses. Enfin voilà, je te fais un truc un peu général, tu peux répondre un peu comme tu veux, tu vois, mais tu vois l'idée, quoi. Alors la première question qui est hyper intéressante, là c'est vraiment ce côté panoramique, je trouve intéressant, c'est quoi ta définition du no-code ? C'est vrai que je commence toujours les épisodes par cette question et en fait j'ai commencé pour t'expliquer rapidement avant de répondre. Moi dans les premiers épisodes je voulais poser cette question parce qu'en fait en observant ça, tu vois, un peu de l'extérieur, j'avais l'impression que les gens parlaient pas toujours de la même chose, tu vois. Donc Ouais. j'ai voulu demander finalement aux invités quelle était leur définition à eux. Et là, je pense qu'il y a deux grandes catégories. Et moi, je vais plutôt adhérer à la deuxième. Il y a des gens pour qui le no-code, c'est tout simplement tous les outils qu'on peut utiliser sans avoir besoin de coder. Et a priori, effectivement, c'est une définition qui est juste. Mais comment dire, la définition avec laquelle moi j'adhère le plus, c'est ok, c'est des outils que tu n'as pas besoin de coder pour utiliser, mais c'est surtout des outils qui te permettent de créer d'autres produits, de créer des choses qui soient tu vois, internes ou externes. Mais il y a quand même cette notion de création qui pour moi est assez clé parce que tu vois, je sais pas, l'exemple que je prends tout le temps, c'est Word de Microsoft. Bon, t'as pas besoin de coder pour utiliser Word. Est-ce que pour autant, on va dire que Word, c'est un outil no-code ? Je pense pas, tu vois, que des gens mettraient cette étiquette no-code sur Word. Et donc ce côté, voilà, je vais pouvoir créer un nouveau produit, une nouvelle interface, une nouvelle automatisation de traitement sur des données, tu vois, ce genre de choses, sans avoir besoin de coder pour le faire. Voilà, ça c'est la définition, tu vois, du no-code
voilà, à laquelle de plus en plus de gens adhèrent, et c'est un peu l'opinion que je me suis forgée finalement en écoutant tous ces gens. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils qui se mettent une étiquette no code, alors que ça n'en est pas vraiment, d'après moi, parce que ok, tu n'as pas besoin d'utiliser du code, t'as pas besoin d'écrire du code pour utiliser le produit, mais en réalité, tu ne vas rien faire d'autre qu'utiliser le produit. Ça va pas te permettre de créer, tu vois, quelque chose par-dessus. Ouais. Et du coup, moi, j'appellerais pas ça du no code, quoi. Mais Non, donc, tu vois, ça veut dire aussi que Scribe, l'outil sur lequel moi je travaille au quotidien, je ne souhaite pas y accoler l'étiquette no code, même s'il ne faut pas coder pour l'utiliser, parce que faire du questionnaire, même si on le fait différemment, et notamment si on le fait in-app pour les créateurs de produits, faire du questionnaire en ligne, tu n'as plus besoin de coder pour faire ça depuis très longtemps, quoi, tu vois. Donc, je trouve que ça serait essayer de surfer un peu sur la vague que d'utiliser ce mot-là, et bon, je trouve que malheureusement d'autres n'hésitent pas à surfer sur cette vague, tu vois. Ouais, si on regarde Product Hunt aujourd'hui, je crois que t'as du no-code tous les jours, et alors des choses des fois qui de toute façon, comme tu dis, de toute façon n'ont jamais demandé de code pour les faire, de toute façon, donc c'est pas le sujet. Après, tu vois, moi, je trouve que par exemple dans les outils, alors j'avoue, je connais pas vraiment le fonctionnement de Scribe, mais je suppose que vous avez un peu de la logique, non, dedans, des choses comme ça, un peu, tu vois, et ça, je trouve que c'est, enfin, tu vois, par exemple, Typeform. Tu vois, est-ce que c'est un outil no-code? Tu vois, c'est un outil qui est très populaire dans l'écosystème, en tout cas. Tu vois, les capacités de programmation visuelle, tu vois, de logique, je trouve, dans Typeform. Pour moi, c'est ça qui ont fait un outil no-code. Après, c'est un peu un biais de techos, hein, tu vois, mais je suis assez fasciné par tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de programmation visuelle, tu vois, et les gens s'en rendent pas compte, mais ils programment, tu vois, ils font des ifs, il y a des variables, tu vois, dans Typeform, et des choses comme ça, enfin... Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'ils ont rendu simple, visuel, des concepts qui pouvaient être complexes avant. Néanmoins, tu vois, alors je sais pas exactement quel âge a Typeform, une dizaine d'années, mais en fait, tu avais déjà des outils de questionnaire en ligne un peu avant ça, ou à peu près au même moment que ça, et qui, eux non plus, ne demandaient pas de coder pour arriver grosso modo à la même chose, tu vois. Et en fait, alors... Je comprends qu'on puisse associer un outil comme Typeform ou d'autres, tu vois, à cet univers, notamment parce que justement, ils te permettent d'aller parfois valider peut-être certaines hypothèses juste en partageant un formulaire en ligne, tu vois, et pour collecter des besoins ou des avis de gens avant de démarrer vraiment la création de ton produit. Donc, c'est des outils qu'on va vraiment rattacher justement à cette démarche lean, mais je crois pas que tu puisses vraiment dire que tu fasses enfin, c'est ma vision, hein, que tu fasses de la création, que tu crées un nouveau produit, tu vois, grâce à ça, quoi. Voilà, mais après, j'entends complètement ce que tu dis, hein. Ouais. Mais non, mais t'as raison, hein, c'est ce côté produit, en fait, finalement, tu vois. On est d'accord qu'un formulaire, bon, même si maintenant tu peux faire un peu des choses un peu créatives, mais bon, à la fin, tu fais un formulaire, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu es enfermé dans ce truc. Mais tu vois, c'est intéressant parce que, par exemple, Typeform, tu vois, tout comme vous, ne se revendent, enfin, tu vois, n'utilise pas le mot no-code, tu vois, sur leur, enfin, peut-être j'ai une connerie, mais il me semble que sur leur page d'accueil, dans leur communication, ils parlent jamais de no-code. Ils ont un peu été associés malgré eux, finalement, dans cet écosystème. Mais je suis assez d'accord que c'est bon. Après, c'est des débats un peu sans fin. C'est intéressant, tu vois, justement. Nous, on en discute comme du coup, on voit un peu ce que les gens en disent. Chacun a sa définition. Moi, j'aime bien en fait, moi, c'est l'abstraction finalement, tu vois, que j'aime bien étudier, quoi. Tu vois, ce qui est proposé dans des choses des abstractions de ce qui ressemble au métier du développeur. Mais on est d'accord que je suis vraiment d'accord sur le côté que ça n'en fait pas forcément un outil no-code si on s'intéresse plutôt à la finalité, quoi. Ouais. Et ce qu'on devrait un peu, c'est ce qu'on disait au début, on a aussi des fois un peu perdu de vue la finalité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis du coup, on se retrouve avec comme je disais, pas mal d'outils qui du coup se mettent cette étiquette parce que bah ça fait un peu plus vendre en ce moment, mais comme dans le passé, on a pu voir des outils mettre blockchain un peu n'importe où, ou alors intelligence artificielle, et c'est dommage parce qu'il y a des vrais très bons usages de la blockchain, il y a des vrais très bons usages de l'IA, et il y a des vrais très bons usages du no-code et des vrais bons produits qui méritent qu'on les appelle comme ça. Mais bah voilà, comme en ce moment c'est un peu un buzzword. On en voit un peu partout et ça vient un peu brouiller les pistes, quoi, tu vois, autour de tout ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, peut-être qu'aussi par réaction à ça, j'ai choisi d'avoir une définition qui est un peu plus stricte, mais au moins qui met des barrières hyper claires et
quitte à ce qu'il y ait quelques outils qui soient un peu à la marge, mais qu'on pourrait quand même considérer comme du no-code, quoi, tu vois. Ouais, et puis après, à la fin, c'est une étiquette, de toute façon, on s'en fout Voilà. un peu, mais non, puis je trouve que cette définition, elle reflète, tu vois, ta vision, quoi. Donc, c'est intéressant. Une autre question, du coup, que t'as répondu un petit peu pour toi tout à l'heure, mais si tu veux étayer, n'hésite pas. Mais je suis curieux de voir un petit peu les grandes catégories. Donc, c'est comment t'en es venu à t'intéresser au no-code. Et ça, c'est comment est-ce que les gens, tu vois, que t'as reçus, c'est quoi un peu les trucs qui les ont fait venir? Est-ce que t'as pu dégager un petit peu des... Alors, il y a eu, chez beaucoup d'entre eux, il y a eu un effet premier confinement incroyable, quoi. C'est-à-dire que t'as plein de gens qui se sont retrouvés un peu enfermés chez eux et bon, tu vois, à se demander ce qu'ils allaient pouvoir faire et qui en fait sont rentrés dans cet univers du no-code à ce moment-là, quoi. Et parce que ils se sont dit bon bah ça y est, j'ai enfin un peu de temps pour concrétiser cette idée là que j'ai depuis plusieurs mois ou plusieurs années d'appli mobile. Bon bah ça y est, je vais me former pour coder une appli mobile. Ah, en fait, on peut créer des applis mobiles sans avoir besoin de coder. C'est quoi ce truc, tu vois? Et hop, en tirant la ficelle, il y a plein de gens qui sont entrés dans le no-code un peu à ce moment-là. Donc ça, ouais, sur la grosse vingtaine de personnes que j'ai reçues jusqu'ici, il y en a beaucoup qui en fait ont démarré au moins à s'y intéresser, on va dire activement à ce moment-là, quoi. Tu vois, au moment du confinement. Et puis t'en as d'autres qui, en fait. Finalement font entre guillemets un peu du no-code depuis longtemps, c'est-à-dire que t'as aussi plein de gens qui dans leur histoire, tu vois, même au collège, au lycée, s'intéressaient déjà à des outils comme WordPress, tu vois, des outils pour créer des forums en ligne, aussi tous ces trucs-là qui en fait, pareil, avant cette génération d'outils, étaient réservés à des gens qui savaient coder. Créer un blog en ligne, il fallait savoir écrire de l'HTML et tout, puis t'as des outils qui l'ont un peu simplifié avec WordPress, et en fait t'as pas mal de gens qui à ce moment-là se sont lancés dans le fait de ne plus être simplement passif sur internet, mais qu'on commençait à devenir actif, à produire des choses, et qui après tu vois, parce que c'est souvent aussi des gens qui sont curieux, ont continué à s'intéresser à tout ce qui a suivi et tout ce qui s'est comment dire, simplifié encore petit à petit, tu vois, pour arriver jusqu'aux outils d'aujourd'hui qui permettent de faire des choses beaucoup plus complexes que ce qu'on pouvait faire avec un WordPress, en le faisant en ayant encore moins besoin de coder, tu vois. Donc t'as aussi pas mal de gens qui sont rentrés par cette porte-là parce que voilà, c'est des gens qui depuis longtemps aiment bien un peu bidouiller, découvrir des nouvelles méthodes, des nouveaux outils, quoi. Je dirais que c'est un peu les deux grandes catégories de réponses que j'ai quand je pose cette question-là. Super. Il y a une question que je me souviens d'ailleurs quand j'avais dû y répondre, j'avais trouvé assez complexe. Tu demandes aussi c'est quoi les grandes tendances que tu observes dans le no-code aujourd'hui. C'est une question qui est pas évidente, je trouve. Enfin, tu vois, pour essayer de répondre à un truc un peu intelligent. Du coup, je suis assez curieux de voir un petit peu si t'as eu des analyses que t'as trouvées un peu pertinentes de la part des gens. J'avoue, je me souviens même plus vraiment. Je pense que j'avais parlé peut-être de ce fait que justement il y a un peu du no-code à toutes les sauces sur Product Hunt, mais finalement ça c'est pas vraiment une tendance du no-code. Enfin, c'est pas un truc très, très positif, mais voilà, je sais pas. La réponse à cette question, elle a beaucoup évolué, tu vois, depuis que j'ai lancé le podcast. Évidemment, parce que les tendances changent aussi presque d'un mois à l'autre, tu vois. Mais en fait, j'ai plusieurs types de réponses à cette question-là. Il y a des gens qui vont pas mal là aussi me parler d'outils, en me disant tiens, en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup d'outils qui arrivent sur je sais pas, la création de landing page, sur la création d'app mobile, et on sent que c'est un sujet qui est un peu bouillant, tu vois, en ce moment. De l'autre, je vais avoir des gens qui me parlent plutôt des usages et tu vois des projets qui sortent. Donc là-dedans, tu vois, on m'a souvent parlé de Webflow par exemple et du fait qu'on voit que c'est un outil qui est justement en train peut-être de remplacer un outil comme WordPress et qui est en train de devenir un incontournable dans la création de sites web. Enfin, y compris pour des gens qui ne s'intéressent absolument pas au no-code et à cette communauté, mais simplement, voilà, on voit que c'est un outil qui est en train de percer auprès du entre guillemets grand public, quoi, tu vois, comme WordPress a pu le faire à une époque. Voilà. Et puis
Récemment, j'ai aussi eu, et c'est quelque chose qui est aussi hyper intéressant, pas mal d'analyses sur le marché, parce qu'on a vu quand même que Ouais. c'est des acteurs enfin, tous les outils dont on parle tout le temps, les Bubble, justement les Webflow, les Adalo, les Glide, les Zapier, etc., c'est des entreprises quand même derrière, et qui pour la plupart d'entre elles, du coup, suivent le chemin, on va dire, je mets là aussi des guillemets, mais classiques, des entreprises de l'industrie numérique, quoi, et qui du coup lèvent des fonds, se font racheter, rachètent d'autres boîtes, et ces derniers mois, on a vu quand même beaucoup d'opérations de ce type, tu vois, sur ce marché. Donc c'est quelque chose qui revenait C'est aussi vrai. beaucoup dans les discussions. Et mon analyse un peu de ça, c'est que euh, je pense que les gens s'intéressent particulièrement à la vie de ces entreprises qui sont derrière les outils qu'ils utilisent, aussi parce que, et c'est à la fois un avantage et un inconvénient du no-code, finalement, il y a la plupart des choses qu'on va créer, on les crée en étant dépendant de ces plateformes-là. Et tu vois, moi, dans le passé, notamment sur ma première boîte, chez Bringer, on était dépendant des plateformes américaines comme Facebook, Twitter, etc., parce du coup, on construisait sur leur plateforme à eux. Et bien aujourd'hui, on retrouve cette dépendance sur Bubble, sur Webflow. Si demain ces entreprises-là ferment, bah, tout ce qu'on a créé sur ces outils disparaît, quoi. Et, donc du coup, bah c'est un inconvénient parce que du coup on crée une dépendance vis-à-vis d'un tiers qu'on peut pas maîtriser. Mais donc si ces tiers-là se portent bien, sont en bonne santé, ont du financement, C'est acquièrent de plus en rassurant, plus de quoi. clients, ouais, c'est rassurant et on peut avoir davantage confiance du coup dans ces outils. L'avantage d'utiliser ces outils, c'est bah, toute la simplicité et le fait de pas s'occuper de plein de choses qui sont d'habitude très complexes dans le développement informatique, au-delà du code, mais l'hébergement, la maintenance des serveurs, enfin tous ces trucs-là. Mais du coup, bah c'est une industrie qui est finalement très observée par ses utilisateurs parce que bah on a besoin que c'est des boîtes qui se portent bien pour continuer à pouvoir créer nous demain, quoi, finalement. Donc ça, voilà, c'est Mm. une réponse que j'ai aussi de temps en temps, quoi, le C'est marché. marrant, tu vois, là, on en parle, je trouve que ce que tu dis est très juste, et je me rends compte que, tu vois, dans le milieu du code, par exemple, du dev, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais je veux dire, à l'époque, tu vois, par exemple, personne ne sait qui est derrière le langage PHP, par exemple. Oui, mais Tu vois. en fait, tu t'en fous parce que t'as si les bon déjà dans l'univers du code, t'as aussi beaucoup d'éléments qui sont open source et qui en fait n'appartiennent pas à une entreprise. Mais donc et typiquement PHP, que ça appartienne à quelqu'un ou pas, je sais pas si c'est le cas d'ailleurs, tu vois. Il y a une société derrière, ouais. Ouais. En fait, je sais plus comment est né, mais il y a une société derrière. Mais en fait, Je te si laisse cette finir. société ferme demain, tu vois, PHP Inc., si ça ferme, ton site web que tu auras codé en PHP, il va continuer à fonctionner, tu vois, quand même. Tu vas pas avoir un message d'erreur, désolé, c'est terminé, quoi. Alors que si Bubble ferme, et je vais toucher du bois pour que ça n'arrive jamais, parce que c'est une aventure formidable, tu vois, et ben en fait, tous les sites qui aujourd'hui enfin tous les sites, les services, les apps qui ont été construites sur Bubble, ben en fait, elles ne seront plus accessibles du tout, en fait, tu vois. Donc il y a quand même une immense Non, différence, c'est quoi. clair. Non, il y a une grande différence, c'est un truc très radical. Après, pour nuancer un petit peu, c'est quand même important qu'un projet open source soit animé, se Ouais, bien développe, sûr. etc. Mm. Et ça aide Mais quand il y a une société le... derrière. Tu vois, par exemple, React, Ouais. parce qu'en fait, c'est plus vrai pour les frameworks, j'ai envie de dire, que pour les langages en tant que tel, quoi. Mm. Mais quand tu es soutenu, bon après c'est pas toujours vrai, hein, le Angular de Google a quand même perdu beaucoup de parts de marché, je Ouais. pense, par rapport à React. Enfin, c'est pas toujours, ça fait pas tout, quoi, d'avoir une grosse boîte derrière, mais C'est juste que en fait, bref, je serais moins bien placé que toi encore pour rentrer dans la technique sur tout ça, mais en réalité, enfin, même si c'est une technologie qui a été développée par une entreprise tierce, tu n'as pas besoin de cette entreprise tierce pour exécuter cette technologie. L'exécution, la compilation, du coup, d'un point de vue informatique du terme, elle est indépendante de cette entreprise, en fait, finalement, quoi. Et même si tu utilises un framework qui en fait n'est plus maintenu par la boîte, même si cette boîte elle a fermé, tant que ton code il est pas trop vieux et qu'il continue à être compris par les navigateurs, il va continuer à fonctionner finalement. Là où voilà, quand t'es passé par un tiers et que t'as construit sur ce tiers, bon bah voilà, si ce tiers disparaît, ça ne marche plus, quoi. Tu vois. c'est fini. Ouais.
Et dans l'univers du code, il y a toujours des dépendances, de toute façon, partout, hein, tu vois, mais tu trouves ces dépendances avec les hébergeurs. Si demain, du jour au lendemain, AWS ferme, bon, ça ne peut pas arriver, tu vois, mais... Non, mais OVH, tu vois, ce qui s'est passé chez OVH a eu un impact massif. Tout à fait. Donc, tu as toujours une forme de dépendance. Et pour ne plus en avoir du tout, c'est quand même très, très, très difficile. Seulement là, on va dire que la dépendance, elle est plus haut niveau, c'est-à-dire qu'elle est très proche de ton produit, la dépendance. Là où quand c'est ton hébergeur, normalement, si ton hébergeur il a une panne, comme chez OVH, tu dois, si t'as des bons process aussi en interne chez toi, tu dois pouvoir prendre ton code et le faire tourner ailleurs, en fait, tu vois. Et absolument, ouais. Donc cette dépendance, elle est plus bas niveau et elle est moins impactante, quoi, finalement, tu vois. T'es dépendant, mais tu peux changer, quoi. Voilà, c'est ça. T'as des alternatives, quoi. Non, mais pour aller dans ton sens, hein, d'ailleurs, hein, tu vois, même si un framework, par exemple, qui a beaucoup de succès est abandonné, il y a toujours cette possibilité, ça c'est une des beautés de l'open source, que ça soit forké, comme on dit, donc il y a une nouvelle branche et une nouvelle communauté qui continue à le maintenir, peut-être sous un nouveau nom, etc. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je sais qu'il y a des beaux projets comme ça qui sont nés comme ça finalement. Ouais, tout à fait. Enfin, il y a ça aussi beaucoup dans les cryptos aussi, mais enfin ce concept un peu de fork et tout est hyper intéressant, et ça c'est la beauté de l'open source, quoi. Et ça va te permettre d'avoir des technologies qui continuent à évoluer dans le temps et qui continuent à se moderniser, etc. Mais même si ça s'arrête et que ce n'est plus maintenu, tant que ton navigateur est capable de reconnaître, tu vois, ce code, ça va continuer à fonctionner quand même. Donc ta dépendance, elle est quand même moins forte, quoi. Elle est moins impactante sur ton projet, quoi. Ouais, c'est plus les enjeux de sécurité, quoi. Ouais, bien sûr. Il y avait une faille qui était trouvée plus tard et que c'est plus maintenu. Enfin bon, là on est rentré justement un peu pas mal dans le côté technique. Non, mais c'est intéressant parce que ça soulève deux points, tu vois. Il y a le mauvais côté, comme tu disais, de la dépendance qui est très forte. Puis tu as le bon côté. Par contre, tant que c'est maintenu au niveau d'un outil, bah t'as jamais à te soucier de la sécurité ni rien. Enfin, puis j'ai envie de dire, bon, bah, si le projet se plante, bah, t'as plus à te soucier de la sécurité non plus, parce que ton truc a disparu, quoi. Ouais, donc c'est ça. Pas terrible, mais il y a cette mutualisation et cette dépendance, elle est à double tranchant, quoi. Ouais, je pense. Et donc, je pense que c'est pour ça que on s'intéresse autant finalement à ce qui est en train de se passer, on va dire économiquement parlant dans cette industrie, parce que bah on a besoin de savoir dans quelle direction vont ces acteurs, ces entreprises en fait qui sont derrière ces produits. Parce que bah voilà, on a besoin qu'elle se porte bien, quoi. Non, carrément. Non, c'est très très juste. Est-ce que toi, tu avais une autre tendance un peu que tu aurais vu? Tu nous as dit déjà pas mal de choses. Enfin, entre tes invités, même toi, ta vision de tout ça. Bah ça c'est des choses. On a parlé du côté un peu bullshit autour de l'utilisation du buzzword du no-code. C'est un truc, moi je trouve voilà qui est assez, enfin clé, non, mais qui est présent quand même, tu vois, en termes de tendance. Il y a un côté aussi, alors là c'est mon observation à moi en termes de tendance, tu vois, c'est que on voit qu'il y a du coup évidemment beaucoup d'acteurs qui se lancent autour de l'accompagnement, tu vois, il y a beaucoup de nouvelles agences, no code, etc. Et je trouve que c'est très bien parce que ça veut dire que il y a un besoin et que ces gens cherchent à répondre aux besoins. Je pense que ça, c'est la tendance que je peux observer aujourd'hui, tout un tas de nouveaux acteurs. À mon avis, on va vite avoir besoin d'avoir des éléments différenciants plus forts entre ces acteurs-là. En fait, moi, ça me fait penser un peu à toutes les agences de web marketing qui se sont lancées dans les années 2000. Tu vois, à l'époque où il fallait accompagner les entreprises dans leur achat de publicité Google, dans la création de leur premier site web. Et en fait, toutes les agences de web marketing faisaient un peu toutes la même chose. Et au fur et à mesure, bah, elles se sont différenciées, elles se sont spécialisées sur certains sujets. Et je pense qu'on va avoir besoin quand même à un moment donné d'avoir la même chose dans le no-code parce que aujourd'hui, c'est parfois difficile de savoir qui fait quoi et pourquoi travailler avec l'un plutôt que l'autre. Donc, à mon avis, on arrivera à ça, quoi, quand même. Ouais, non, je suis assez d'accord. Moi, je suis un peu surpris, tu vois, par exemple, quand je vois Allegria Tech, tu vois, qui a cette volonté vraiment d'être très multi-outils, très généraliste, très... Alors peut-être que le truc différenciant, c'est que ce sera les plus gros, je sais pas, tu vois, c'est peut-être ça l'angle. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire, c'est vrai aussi de toute façon dans la technique, mais c'est bien d'avoir des expertises, quoi, d'avoir une vision, tu vois, produit. Enfin, tu vois, je vois des agences comme Ideable de maths sur Bubble, tu vois, c'est des experts de Bubble, ouais. Mais c'est aussi des designers à l'origine, ils ont une vision produit très forte, et ça sera peut-être pas les meilleurs pour faire, je sais pas quoi, enfin.
pour faire de l'automatisation et pour te faire un process. Mais par contre, pour te faire t'accompagner pour faire un produit, tu vois, voilà, mais ils ont ton produit, ils te le feront avec Bubble, avec le framework que eux ont créé, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je suis vraiment d'accord sur ces parties. Mais c'est aussi vrai pour les freelances, tu vois, il y a beaucoup de freelances qui se lancent et c'est top parce qu'effectivement là aussi ça permet à beaucoup plus de gens de devenir indépendants et d'accompagner, tu vois, des boîtes ou des particuliers dans la création de leurs projets. Mais tu peux pas tout faire et pourquoi est-ce qu'on viendrait travailler avec toi freelance ou avec toi agence plutôt qu'avec un autre freelance ou avec une autre agence? Ça c'est des éléments quand même qui enfin voilà, en termes de tendance, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent sur ces créneaux et donc je pense que l'étape d'après qui va bientôt arriver, c'est une plus forte différenciation, une plus forte spécialisation pour juste savoir qui fait quoi et avec qui on doit travailler. Ça empêchera jamais la concurrence évidemment, mais les clients auront vite besoin d'avoir un peu plus de clarté quand même, je pense, sur ce marché-là, quoi. Ouais, donc carrément. Ouais. Non, alors aussi un peu une phase peut-être de consolidation. Je pense que pas mal de freelances en fait vont passer par les agences, quoi. C'est d'ailleurs très intéressant, mais parce que autant effectivement, bon, je peux me poser des questions, mais je vois quand même l'intérêt d'avoir une agence un peu multi-outils. Autant pour un freelance, je veux dire, je vais être honnête, je ferai pas confiance à quelqu'un qui me dit qu'il est expert de Bubble, de Zapier, de Airtable et de je sais pas quoi, et de Adalo en même temps, tu vois, ça fait trop, quoi. À maîtriser, tout maîtriser, c'est compliqué, ouais, c'est sûr. Ça sera peut-être un bon généraliste, mais pourra pas, il ou elle ne pourra pas t'accompagner très loin dans les projets, quoi, parce que tu peux pas tout maîtriser, c'est difficile. C'est ça. Après, ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont ce besoin d'un profil un peu généraliste, mais peut-être moins capé. Enfin, parce qu'après, ce qui va aussi différencier, c'est le prix, quoi. Malheureusement, moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Là, on est, comme tu dis, on est au début de cette phase tu vois, où ça monte. Il y a de plus en plus de gens. Et donc après aussi, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il peut y avoir un nivellement par le bas, quoi. Tu vois. Et les gens aussi, il y en a qui vont commencer à casser les prix. Et ça va pas être terrible, ça va rendre de service à personne, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, on verra. On verra bien, justement. On se reparlera dans un an. On refera la suite de cet épisode. Le point sur le marché des agences et freelance no code. Ouais. Exactement. Alors oui, il y a une question, évidemment. Bon, quand même parler des outils, mais tu vois, tu demandes souvent aussi un peu aux gens, c'est quoi tes outils préférés, tes outils no-code préférés? C'est quoi un peu? Peut-être déjà, tu peux me dire toi les outils que tu utilises le plus, enfin que tu préfères. D'ailleurs, c'est pas obligé d'être les mêmes, cela dit, mais tu vois. Et puis après, un peu ce que tu as observé, quoi. En fait, paradoxalement, j'en utilise pas tant que ça, moi, au quotidien. J'ai pas trop cette frénésie de l'outil et d'aller en tester plein et en fait moi celui qui est un peu au cœur celui dont je me sers presque tous les jours, c'est Zapier. Là pour le coup, que ce soit un peu à titre perso sur mes side projects ou chez Scribe, j'utilise beaucoup Zapier pour automatiser des trucs, même parfois des trucs tout bêtes, une petite notif dans Slack quand on a oublié de mettre un justificatif sur une dépense de notre compte en banque. Bon bah voilà, ça c'est, tu vois, c'est des petites conneries comme ça, mais qui additionnées font gagner quand même pas mal de temps. Donc moi c'est vraiment Zapier que j'utilise tout le temps. Et j'ai pas mal utilisé Coda aussi à une époque, et je trouve que c'est un produit dont on parle pas beaucoup pour le coup. C'est vrai. Je cherchais tout à l'heure un peu à comment est-ce que je pourrais décrire Coda. En fait, la façon dont moi je le décrirais, ça va peut-être en faire hurler certains qui vont nous écouter, mais je trouve que c'est un Notion en plus puissant, mais en même temps sous-coté et complètement sous-estimé dans ce qu'il est capable de faire. Et en fait, je suis retourné voir leur site, tu vois, tout à l'heure, avant qu'on s'appelle, et en fait, je pense que ce côté sous-estimé, sous-coté, vient pas mal de la façon dont ils se positionnent, où en fait ils se positionnent vraiment comme un concurrent à Excel ou à Google Sheets, tu vois, ce genre de truc, alors qu'en réalité tu peux faire 1 milliard de trucs en plus, tu vois, pas que du tableur, pas que du tableau en fait. Et du coup, je trouve moi beaucoup plus de choses que dans Notion. Après, bon, des experts Notion pourraient très certainement contre-argumenter et ils auraient probablement raison, mais en fait, moi j'ai réussi à faire des choses beaucoup plus puissantes en termes d'interaction entre différents documents, etc. dans Coda que dans Notion, quoi. Donc je trouve que c'est un outil dont on parle pas beaucoup, qui est vraiment très puissant. C'est objectif, ce que tu dis, sur la puissance. Si on considère que la puissance, c'est de pouvoir avoir de la flexibilité, de créer des interactions, des choses comme ça,
je veux dire très franchement, tu peux faire plein de choses dans Kodak que tu peux pas faire dans Notion, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment factuel, quoi. Et c'est un outil qui est pas mal utilisé dans les équipes produits des grosses boîtes. Et en fait, si vous allez sur leur site, ils mettent là aussi à dispo plein de templates. Et en fait, tu peux voir comment les équipes de Uber, de Spotify, d'Intercom utilisent Coda en interne. Et pour faire des trucs, mais qui font gagner en fait tellement de temps justement quand tu es dans une équipe produit et parfois aussi sur des projets complexes. Et donc voilà, je trouve que c'est un outil fascinant dont on parle pas beaucoup. Et et que pour autant on peut utiliser absolument sans coder, même si tu peux quand même ajouter un peu de quelques fonctions, tu peux venir augmenter l'outil en codant quelques trucs dedans, mais t'en as pas besoin pour faire la majorité des trucs. Donc voilà, c'est un outil que j'aime beaucoup. Après, quand je pose cette question-là, les trois grands outils, les quatre grands outils, ça va surprendre personne. Dont on me parle, c'est Bubble, Webflow, Zapier et Airtable. Ça, c'est la réponse, tu vois, qu'on me donne, tout le temps, quoi. Et puis après. Est-ce que t'as pas eu des choses un peu, justement, exotiques? Je sais pas, peut-être des choses, parce que c'est vrai que on se doute à peu près de ce que les gens te répondent le plus, mais peut-être, qu'est-ce qui te répondent le moins? Je sais pas. Enfin, Coda, c'est un bon exemple, je pense. Coda, ils m'en ont pas parlé, tu vois, personne m'en a parlé. Est-ce qu'il y a des choses qu'une ou deux personnes seulement ont citées, que tu aurais découvert, tu vois, grâce à des invités, par exemple, je sais pas, que tu as trouvé intéressant? Alors oui, mais alors par contre, c'est là où ma mémoire va me jouer des tours. En fait, alors tu vas peut-être en te décrivant l'outil, tu vas savoir de quoi je parle. Et en fait, quand on m'en a parlé dans l'épisode, je me suis dit ah ouais, c'est génial, c'est très puissant. J'ai juste pas encore justement trouvé les cas d'usage pour moi, mais c'est un outil qui te permet d'aller te connecter sur tes différentes sources de données et de créer des tableaux de bord, tu vois, très très simplement. Je sais pas si ça te parle cet outil-là. Ouais, ça me parle. Je vois bien le cas d'usage, mais c'est vrai que moi j'aurais pas forcément l'usage de faire ça, mais il faudrait que je le retrouve. On mettra ça en description de l'épisode en disant ça y est, je l'ai trouvé. Mais en fait c'est un outil qui en fait avait l'air très simple d'utilisation pour te construire un peu notamment dans l'univers de la création de produits, des dashboards de suivi de tes utilisateurs, tu vois, ce genre de choses. Et en fait en le faisant sans avoir besoin de techniquement aller te brancher en fait aux différentes sources de données sans avoir besoin toi d'aller construire les visualisations de données. Tout ça est vraiment bien foutu dans l'outil et c'est dommage qu'en fait je ne le retrouve pas comme ça, mais promis on le partagera dans les notes. Voilà, si vous écoutez, regardez les notes, vous aurez la réponse à cette énigme, sauf si ça te revient dans les 15 prochaines minutes. Alors, il y a une petite question aussi que tu demandes. J'avoue, en plus, j'aime bien l'écouter parce que souvent, les gens nous citent, donc ça fait plaisir pour l'ego. Mais tu demandes souvent un peu des ressources, voilà, des gens à suivre ou des chaînes YouTube, des newsletters, des choses comme ça. Je vais pas forcément te demander de dire ce qu'on te dit le plus, parce que pareil, enfin là, on va se retrouver à citer un peu tout l'écosystème, etc. Mais je sais pas s'il y a eu des choses un petit peu notables, pareil, que t'as découvert, tu vois, et que toi, t'as bien aimé. Tu vois, qui t'ont un peu surprise, enfin je sais pas, tu peux répondre un peu comme tu veux sur ce point-là. En fait dans le podcast, moi j'ai reçu Martin Touroud qui écrit Modern Makers et ça fait partie en plus moi des contenus que je loupe pas, tu vois, je lis vraiment sa newsletter et je le suis lui aussi, tu vois, sur Twitter, et je trouve qu'il a parfois un angle un peu différent qui est justement pas que outil, mais qui est parfois un peu plus business et tout, et les livres aussi. Ouais, exactement, ouais. Et donc j'aime bien sa newsletter Modern Makers. Et puis bon là c'est pareil, c'est pas révolutionnaire, mais je trouve que celui qui fait aussi une bonne synthèse finalement de ce qui se passe par email, c'est Milan de No Code Station. Et puis comment ne pas citer Julien et Stakou, tu vois, et le boulot de veille qu'il peut faire autour de toute l'actualité, de tous les contenus, toutes les news, tu vois, sur le no-code. Moi, je le suis évidemment sur le Slack No-Code France, mais aussi il a créé une petite chaîne Telegram où il envoie des news aussi régulièrement. Et en fait, j'avoue que je me repose souvent pas mal sur son travail, tu vois, pour m'informer. Donc voilà. Et
en autre newsletter que moi je suis, mais qui pour le coup est pas directement lié au no-code, mais plus lié au product management et un peu aux méthodes, tu vois, qui sont utilisées par les product managers. C'est Le Ticket, une newsletter qui s'appelle Le Ticket, qui a quelques mois maintenant est écrite par 2 personnes et qui vraiment ils font des contenus qui sont hyper cool. Pour donner un exemple, il y a quelques semaines, ils ont sorti un numéro de la newsletter où ils sont allés interroger des product managers dans les grandes plateformes, tu vois, de santé en ligne, enfin, tu vois, les Doctolib, toutes ces boîtes-là, pour expliquer comment est-ce que ces boîtes avaient géré la prise de rendez-vous pour la vaccination Covid, Ok. un peu, enfin, dans l'urgence, parce que en gros, le gouvernement dit bah voilà, tel jour on va pouvoir se vacciner, il faut pouvoir prendre rendez-vous en ligne. Ok, on appelle les 3 plus gros acteurs qui font ça et ils ont l'obligation presque de gérer ça sous 15 jours, quoi, tu vois. Hmm. Et en fait, les product managers expliquent comment est-ce qu'ils ont organisé leurs projets, leurs équipes, etc. pour y arriver et tenir des délais sur un sujet qui est aussi critique. Donc tu vois, c'est le genre de contenu pas nécessairement lié au no-code, mais plus lié à l'univers de la création de produits et au product management, que je trouve vraiment top, quoi. Donc Le Ticket, ça, je recommande cette newsletter-là. Super, ouais. Non, mais tu vois, je pense que vraiment par rapport à tout ce que tu as dit déjà plusieurs fois, c'est vrai que il y a beaucoup de choses sur les outils. Et en fait, je pense que faudrait peut-être qu'il y en a un peu moins. Enfin, en tout cas, que chacun suive un peu moins, chacun trouve ce qu'il veut. Par exemple, j'ai juste de suivre la veille de Julien, par exemple, t'as déjà toutes les infos sur ce qui se passe sur les outils, quoi. Donc ça suffit. Et par contre, peut-être s'abonner. Enfin, je dis pas qu'il faut pas s'abonner à la newsletter de Milan, par exemple, hein, mais c'est vrai ça fait un peu doublon, quoi. Alors que par contre, s'élargir un peu, regarder un peu sur du PM, sur du gros hacking pour les gens qui lancent des projets. Enfin, tu les choses un peu périphériques. Ouais. Ou alors les gens qui ont un angle vraiment très fort, j'ai envie de dire. Enfin, ouais, je pense que ça c'est quelque chose qui peut être quand même assez salutaire parce que le temps, le temps et l'attention de tout le monde est un peu compté, donc Ouais, bien sûr. pas lire tout le temps les choses trop redondantes, quoi. Et c'est pour ça, enfin moi, étant donné que c'est vraiment la création de produits qui m'intéresse, et y compris dans le no-code, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça, pour cette démocratisation de la création de produits que ça permet d'avoir. C'est vrai que j'aime beaucoup la newsletter Le Ticket pour ça, et en podcast, j'aime beaucoup écouter un podcast qui s'appelle Product Squad, qui interroge des product managers dans des belles boîtes aussi françaises, et sur leur méthode de travail, ou sur parfois pour revenir sur juste un élément de leur métier, mais aller le creuser à fond. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, ça, je pourrais vraiment recommander Product Squad aussi. Je trouve que c'est pour ceux qui s'intéressent à la création de produits, c'est vraiment du contenu de très bonne qualité, quoi. Super, je mettrai ça dans les notes. Et dernière petite question avant de passer à la dernière partie. C'est justement un petit peu, tu vois, pour les gens qui ont des idées de projets, qui veulent se lancer. Tu demandes des fois, enfin, si tes invités ont des conseils. Est-ce que là-dedans, tu as eu des choses que tu as trouvées vraiment pertinentes? Peut-être toi, tu vois, du coup aussi, les conseils que tu donnerais. T'en as déjà donné pas mal, je trouve, ceci étant dit, mais voilà, pour des choses qui seraient pas de toi ou des choses de toi. Alors là, je suis biaisé parce que j'ai quand même une vision pour moi assez claire de ce qu'on devrait faire ou pas faire. Donc les conseils qu'on a donnés dans le podcast et que je pourrais redonner sont ceux avec lesquels je suis aligné. Sinon, j'aurais tendance à pas les partager, quoi. Tu vois, mais du coup, pour moi, j'ai presque envie de te demander ce que, mais bon, ouais, c'est pas. Je sais même pas ce que je te répondrais. Tu vois, les pires conseils que j'ai pu entendre. Non, il y en a pas en fait. Tu vois, mais c'est vrai que bon, je vais pas encore une fois revenir là-dessus, mais ceux qui démarrent par l'outil, le choix de l'outil, la création du produit direct, je suis pas forcément aligné avec ça, quoi, tu vois. Mais du coup, moi, à l'inverse, le conseil que j'aurais tendance à donner lorsqu'on a une idée et qu'on a envie de se lancer, c'est en fait de commencer par oublier l'idée. C'est-à-dire que très souvent, quand on a une idée en tête, on a déjà en tête l'idée de la solution. Souvent, les gens se disent, ah, j'aimerais bien faire une appli qui permettrait de faire ci et ça. Et ça, en fait, pour moi, c'est déjà la solution. Et il faut, au début de son projet, davantage se concentrer sur le problème et ne pas encore penser à la solution. Et donc, si demain, enfin, en tout cas, parmi les gens qui nous écoutent, là, il y a des gens qui disent, tiens, j'ai une idée où je voudrais faire un service web qui fait ci, une appli mobile qui fait ça, et ben, essayez autant que possible, c'est le plus dur, hein, mais essayez autant que possible d'oublier ça et de vous dire, en fait, quel est le problème que cet outil est censé résoudre. Et en fait, pour moi, toutes les premières étapes doivent se concentrer sur le problème. Et on doit
déployer beaucoup d'efforts pour s'assurer qu'on comprend bien ce problème. Et il y a une citation qui est attribuée à Einstein. Alors, je sais pas si c'est vraiment lui qui a dit ça, mais qui aurait dit si on me donnait 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à comprendre le problème et 5 minutes à résoudre le problème. Et en fait, en vrai, que ça soit lui ou pas qui ait dit ça, je trouve que c'est clé, parce qu'en fait, plus on aura une compréhension fine du problème, plus on aura une compréhension fine des gens qui vivent ce problème, plus on comprendra à quel point ce problème est handicapant pour eux dans leur quotidien, plus la solution pour résoudre ce problème sera évidente. Et en fait, si ça se trouve, elle est très simple, elle était très compliquée, peut-être qu'il va falloir beaucoup d'étapes pour y arriver, mais tant qu'on n'a pas une compréhension très fine du problème, on peut pas réellement savoir quelle solution il faut apporter. Donc du coup, et c'est là où je trouve que le no-code après, une fois qu'on a passé beaucoup de temps à bien comprendre ce problème, à bien discuter avec les gens qui vivent ce problème, je trouve que le no-code est génial parce qu'après, il permet d'être très itératif et de se dire, quitte à se fixer des contraintes, dire ok, là j'ai une matinée, je vais faire la V1 de mon produit qui va répondre au problème que j'ai identifié. Du coup, si j'ai qu'une matinée, je commence par quoi? Et vraiment, sur quoi est-ce que je me concentre? Et une fois que cette matinée est terminée, je vais retourner voir les gens qui m'ont dit qu'ils avaient ce problème. Je leur mets mon produit qui, évidemment, sera pas fini, sera moche, sera pas complet, tout ce que tu veux. Mais déjà, je veux voir si ça les aide déjà un peu et si je suis parti dans la bonne direction. Sinon, c'est pas grave, je n'ai perdu qu'une demi-journée et je peux recommencer. Mais il faut avoir, du coup, après ce processus très itératif. Et le no-code, c'est le meilleur moyen, le moyen le plus simple et rapide de faire ça, sans avoir besoin de passer des jours et des jours à coder, quoi. Mais voilà, le conseil que je donnerais, c'est si vous avez une idée, commencez par oublier l'idée, intéressez-vous plutôt au problème qui se cache derrière cette idée, creusez-le, devenez un expert ou une experte de ce problème, et après, quand ça sera le cas, là, vous saurez quelle solution est-ce qu'il faut déployer pour résoudre ce problème. Et là, le no-code peut intervenir à ce moment-là, mais pas avant, je pense, pour réaliser de façon très itérative la solution à ce problème. Ok, très très intéressant. Du coup, je voulais juste qu'on parle un petit peu rapidement, on arrive un peu sur la fin de l'épisode, mais quand même que tu nous parles de Scribe et de tes side projects. Et du coup, je serais curieux peut-être que tu nous racontes justement peut-être la genèse de Scribe et comment tu as appliqué ce que tu viens de nous dire là, par exemple. Ouais. Et est-ce qu'il y avait du no-code ou pas là-dedans? Bon, ça après, c'est à voir. En fait, Scribe, au tout départ, on travaillait pas du tout sur l'outil qu'on développe aujourd'hui. On travaillait sur plutôt un projet média en ligne, et notamment média sur Messenger. Et en fait, Messenger a pas mal changé sa politique d'API et ce qu'on avait le droit de faire ou pas sur sa plateforme. Et donc, on s'est retrouvé de force, mais avec le recul, tant mieux, on s'est retrouvé à devoir pivoter. Et en fait, justement, on a essayé un peu d'appliquer ce que je viens de dire, c'est que on avait quelques idées en tête, mais on n'a pas voulu se lancer dans la création de ces idées, et on a plutôt cherché à savoir quels étaient les problèmes rencontrés par les gens à qui on pensait pouvoir apporter quelque chose, en fait. Donc on a en fait passé beaucoup de temps, nous, l'année dernière, à discuter avec des dizaines de boîtes dans différentes industries, plein de métiers différents dans ces boîtes-là, produits, marketing, relations clients, etc. Et en fait, on avait un questionnaire, mais qui était très très ouvert, tu vois, pour aller interroger ces gens. Et à aucun moment de ce questionnaire, on ne présentait nos idées à nous, en fait. Ça n'intervenait jamais, en fait, dans la discussion. Et c'est dans ces échanges-là qu'en fait, on s'est rendu compte que toutes les boîtes avaient des questions à poser à leurs clients, mais que les clients ne répondaient jamais, en fait. Et c'est vrai que quand on a compris ça, on a regardé nos propres comportements. Et quand tu fais un achat sur Internet et que tu reçois un mail pour te demander un avis, en général, tu réponds pas, quoi. Et donc ça, on a pu un peu le mesurer. Il y a 8% des gens qui répondent au formulaire qu'on reçoit par mail, 12% si jamais la question elle est posée in-app. Mais en fait, c'est jamais assez pour que les boîtes puissent prendre des vraies décisions en étant sereines sur la qualité des données dont ils disposaient pour prendre des décisions. Et donc, c'est ce problème-là qu'on a voulu résoudre. Et donc, on l'a résolu en retravaillant énormément sur l'expérience du répondant. Donc, vraiment les formats des services. Tout à l'heure, on parlait par exemple de Typeform,
qui est peut-être le moins pire finalement des formulaires en ligne en termes d'expérience pour ceux qui répondent, mais ça reste des champs à remplir, des cases à cocher, c'est des choses qui sont assez traditionnelles. Nous, on a beaucoup plus voulu s'inspirer de là où on venait avant, donc justement de cet univers plus conversationnel, des applications de social media, ce genre de choses. Et donc, on a développé des formats de questionnaires in-app qui du coup sont beaucoup plus intuitifs, donnent plus envie d'aller répondre aux questions. Et donc nous les taux de réponse moyens qu'on voit chez nos clients aujourd'hui sont plutôt situés entre 50 et 60%. Donc ça veut dire qu'une majorité de tes utilisateurs répondent à tes questions enfin, là où avant ils te répondaient quasiment jamais, quoi. Et en fait, bon, avoir plus de réponses pour avoir plus de réponses, ça sert à rien, mais ça a beaucoup d'impact vertueux derrière. C'est que du coup, tu peux, tu disposes de données qui sont beaucoup plus représentatives de la masse de tes utilisateurs. Tu peux donc être plus confiant quand tu identifies des signaux, tu vois, dans ces réponses. Tu sais qu'ils sont qui sont justes. Tu peux donc prendre des meilleures décisions en termes de priorisation dans ta roadmap, en termes d'amélioration de ton produit, etc. Et donc ça devient là où avant c'était quelque chose qui était une douleur un peu pour nos clients parce que ils ont des questions mais personne ne leur répond. Aujourd'hui, ça devient un vrai outil d'aide à la prise de décision, d'aide à l'amélioration de leurs produits et donc in fine de satisfaction de leurs utilisateurs, de rétention de leurs clients. Donc ça a un vrai impact à la fin aussi sur le business, quoi, tu vois. Ok. Et du coup, tu nous as dit, ça c'est plus un peu, pour élargir un peu, mais au niveau de ton équipe, de votre société, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Tu nous parlais de Zapier tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous utilisez un peu dans votre fonctionnement? Moi, j'aime bien aussi un peu l'outillage interne, quoi. Écoute, Zapier pour la partie automatisation, on s'en sert pas mal. Après, alors nous on utilise un équivalent de Notion qui s'appelle Slide, qui est fait par une boîte française. Moi je trouve que c'est vraiment très cool aussi. Ce qu'ils ont pu faire, c'est un outil qui évolue pas mal en ce moment, qui ont apporté pas mal de fonctionnalités un peu plus intelligentes, tu vois, aussi récemment. Donc ça, un outil que j'aime bien. Et puis après, on est assez traditionnel, hein. On va utiliser Slack, on utilise pour la gestion de projet, on utilise un outil qui s'appelle Cycle, qui est un peu un équivalent de Jira, ce genre de choses pour gérer le produit. C'est un outil d'eFounders, le beau startup studio là. Donc ça c'est un outil qui est top. Mais qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre? Je regarde un peu ma barre là de mon doc sur mon Mac. J'ai pas de trucs très révolutionnaires, mais voilà, on utilise ces outils là. C'est intéressant. Ouais. Et puis on utilise Scribe dans notre propre produit pour savoir si nos clients sont contents de nos produits, tu vois. Enfin voilà, c'est normal. Voilà, on fait pas mal ça quand même. Du coup, j'ai pas noté le site, mais dans la semaine, je savais qu'on allait se parler. J'étais sur un site et il y a la petite pop-up de Scribe qui s'est ouverte. Super, donc voilà, je me suis dit ça commence à en voir. Non, mais c'est chouette. Je crois même que du coup j'ai un petit peu testé comme ça. Bon, très bien. Ouais, comme quoi, tu vois, du coup ça m'a. Bon, là, c'était aussi le fait qu'on allait se parler, mais je pense que on est plus ouvert à des choses un peu moins traditionnelles. Enfin après bon, c'est peut-être un biais aussi d'être un peu geek et tout ça, mais je suis curieux, tu vois, dès que je vois des choses nouvelles, ça me donne envie un peu de. Là, c'est notre enjeu, c'est qu'en fait, on investit beaucoup sur l'expérience utilisateur, alors que le serveur en ligne, c'est peut-être la dernière brique dans la stack des équipes, enfin dans la stack, tu vois, dans l'outillage des équipes produits. C'est un peu la dernière brique qui n'a pas évolué depuis 10 ans, quoi. Parce que tu vois, même Typeform, c'est une boîte qui a une dizaine d'années, quoi, tu vois. Alors là, ils font un truc hyper cool avec VideoAsk, et je trouve que c'est un produit qui est génial, très inspirant pour nous, tu vois aussi, vraiment. Mais à part ça, tu vois, c'est un univers dans lequel il y a eu peu d'innovation en termes de format depuis une dizaine d'années, quoi, tu vois. Et donc si tu te dis je suis geek, j'aime bien tester les choses, mais en fait on investit beaucoup sur le fait que même les gens pas geeks aient envie de répondre et que du coup nos clients aient un maximum de réponses encore une fois pour prendre les bonnes décisions derrière à partir des réponses obtenues. Donc c'est un enjeu fort pour nous.
Ouais, bon, bah c'est passionnant. On suivra ça. Bon, bah écoute, on a déjà un peu dépassé le temps, mais c'était super intéressant en tout cas tout ce que tu nous as partagé, vraiment cette vue un peu d'ensemble du no-code et puis de ce que tu fais. Si oui, quand même, parce que tu as aussi des side projects quand même, il me semble. Déjà, tu as un autre podcast, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors Ou tu le fais toujours, ouais. je l'avais effectivement un podcast. Alors les épisodes sont toujours en ligne, qui s'appelle Clavardage, très autour justement de cet univers conversationnel, exactement, marketing conversationnel, avec des interviews de beaucoup d'acteurs dans cet univers-là, mais aussi de pas mal d'entreprises qui ont déployé des outils conversationnels dans leur relation client. Donc c'est très niche, faut s'intéresser au sujet de la relation client et des relations entre marque et consommateur. Mais si ça vous intéresse, les épisodes sont toujours en ligne. J'avoue que j'ai été moins actif là sur ce podcast-là récemment parce que c'est aussi un petit peu moins l'angle finalement que Scribe a pris, tu vois, ces derniers mois. Mais c'est un podcast que j'ai adoré faire et qui m'a permis de discuter avec pas mal de gens, ouais, du coup. Ouais, ça c'est chouette. Et niveau no-code? Niveau no-code, bah écoute, il y a déjà le podcast, la No-Code Family, avec des interviews en temps normal toutes les semaines. Alors il y a parfois, comme en ce moment où on enregistre là, des semaines où il y a beaucoup de choses qui se passent sur Scribe, donc c'est un peu plus difficile de tenir la cadence. Mais j'ai des épisodes encore en stock et qui vont bientôt sortir. Et puis moi, dans les projets que j'ai réalisés en no-code, en fait, j'ai fait un petit site d'emploi qui s'appelle Nantes Job au pluriel.tech. Donc, comme son nom l'indique, c'est un site d'emploi pour les jobs dans la tech à Nantes. Et en fait, c'est un site qui a été fait avec un service qui s'appelle Sheet to Site, qui en fait permet de faire des sites web à partir de spreadsheets, enfin de Google Sheets, quoi. Et comme on en connaît d'autres, il y en a qui le font aussi avec Airtable, etc. Mais j'aimais bien suivre aussi le gars qui est derrière ça parce que il s'appelle Andrei Asimov et c'est fait partie de ces gens, tu sais, un peu un maker. Voilà, maker. Il a eu 2 fois, je crois, le prix maker de l'année de Product Hunt, il me semble. Et puis tous les gens qui travaillent comme ça en étant un peu nomades, donc c'est un univers que je trouve aussi intéressant, dans lequel il y a à boire et à manger aussi, mais en tout cas j'aimais bien suivre ses aventures et du coup voilà, j'ai construit ça là-dessus, donc pareil, sans faire une ligne de code mais en prenant un angle un peu différent. C'est pas juste un site d'emploi, c'est un site d'emploi qui met vachement en avant les valeurs qui sont portées par les entreprises qui recrutent, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de travailler dans des boîtes qui croient dans certaines valeurs, et donc en fait la porte d'entrée des offres d'emploi, ce sont les valeurs et pas simplement les compétences, tu vois, qui sont recherchées sur le job, qu'on peut trouver un peu classiquement sur les job boards, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit projet comme ça, c'est chouette, fait sans coder. Bah, je mettrai le lien. Très bien. Enfin, je veux bien que tu me l'envoies d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Non. Ouais. Que je rate pas l'orthographe. Super. Et ben écoute, j'ai une dernière question. Alors d'habitude je pose toujours la même à la fin de tous les épisodes, mais c'est la seule question que je pose tout le temps. Mais là finalement j'ai envie de changer un peu dans cette saison. Et donc moi j'ai envie de te demander plus par rapport à ton projet du podcast. Est-ce qu'il y a un invité mort ou vivant, en n'importe, tu vois, mais que tu aimerais recevoir dans ton podcast, tu vois, si tout était possible, tu vois, ou si tout le monde parlait français, je sais pas, parce que comme tu fais ton podcast en français, comme ça un peu, ou alors ça peut être quelqu'un de complètement accessible, mais alors dans les gens accessibles, je pense que j'aimerais bien recevoir bientôt, c'est Ben Isenman, notamment pour parler avec lui de tout ce qu'il a pu écrire autour de l'hyper freelance. Je trouve que c'est il a mis des mots sur un truc qui me trottait un peu en tête et qui, je pense, peut être aussi une clé dans la capacité à croître pour justement des gens qui ont plutôt une activité de service au départ. Donc voilà, je l'ai pas encore invité, mais j'aimerais bien le recevoir. Et puis après, des gens peut-être un peu moins accessibles. Oui, tu m'as dit qu'on pourrait même recevoir des gens morts. Et ben écoute, je pense que un des plus grands créateurs de produits, tu vois, de notre ère un peu contemporaine, c'est probablement Steve Jobs, qui en plus, dans son approche, avait une approche très peu tech, mais beaucoup centrée sur les usages et la simplicité d'usage, la beauté tu vois, des produits, ce genre de choses. Et avoir une discussion sur ces sujets-là avec lui aurait certainement été passionnant. Voilà. J'imagine. Donc ça va être un peu plus dur, mais voilà, pourquoi pas. Si on peut inviter tout le monde, pourquoi pas lui, quoi. Pas mal. Ok. Non, bah super. Où est-ce qu'on peut te suivre ?
Sur Twitter, Simon Robic, c'est mon nom d'utilisateur. Je pense que c'est là où je partage voilà quand je travaille sur des trucs. Et puis LinkedIn également, c'est aussi un bon endroit quoi. Voilà pour me suivre. T'as pas encore déserté? Non, pas encore. Non. J'ai l'impression qu'il y a je sais pas, c'est devenu assez clivant LinkedIn. Moi, j'avoue que je le prends comme c'est, je continue à poster très régulièrement, mais je sens une petite lame de fond là, en tout cas là dans les gens que je côtoie régulièrement, où je commence à en avoir un peu marre. Ouais. C'est vrai que je trouve que ça c'est un peu formaté, mais bon. Je comprends. Ça reste pratique. Ça reste, c'est quand même un bon endroit pour être visible aussi quand t'as des choses à raconter, et puis pour rentrer en contact avec des gens que tu cherches à joindre, ça reste quand même efficace si on n'en abuse pas. Donc ouais, en tout cas, si vous voulez me contacter, ça peut être un bon endroit pour le faire. Voilà. Ok, bah écoute, je mettrai le lien. Et pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, j'ai retrouvé le nom de l'outil tout à l'heure. Ah, super. Ça fait une petite récompense. Voilà, exactement. Bravo d'avoir tenu cette heure et quart bientôt. Et donc, ça s'appelle Retool, Retool. Ah. Et voilà, je trouve que ça fait partie des outils que j'ai découverts grâce à certains invités et que je trouve hyper intéressant. Voilà, retool.com. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, j'y ai pensé tout à l'heure quand tu disais, mais parce que c'est un outil quand même qui est au-delà de faire des tableaux de bord, qui permet aussi vraiment de faire des interactions, qui permet vraiment de faire tout un front, quoi. T'as raison. Qui est un peu, qui est génial. Hein. Moi, c'est Thomas Jeannot qui m'avait fait découvrir. Et mais parce que tu disais que c'était assez accessible, je trouve que Retool c'est un petit peu, quand même, il faut se mettre dedans, quoi. Un peu, mais en tout cas, ça m'a l'air plus accessible que si on devait coder ces interfaces, tu vois. Ah oui, voilà. non, clairement. Ouais. Je vois bien quelques usages qu'on pourrait en avoir sur des outils très internes, du coup, tu vois, chez Scribe. Et donc, ça m'a donné envie de le creuser un peu plus, Ouais, non, mais c'est un outil génial. Et d'ailleurs, c'est un outil aussi, je trouve, qui est un peu sous-coté, ou je sais pas, peut-être qu'il est un peu plus pointu aussi que Coda, mais qui est très populaire aux États-Unis, mais dans la communauté française, en tout cas, c'est vrai qu'on entend rarement parler. À part par des gens assez pointus comme Thomas, par exemple. Ouais, voilà. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Bien joué. Super, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Alors. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, donc n'hésitez pas, maintenant si vous voulez continuer, vous avez tous les épisodes de Simon à écouter si vous ne les avez pas encore écoutés. Ça fera une bonne suite à ce podcast, et puis comme ça vous pourrez voir un petit peu par rapport à tout ce qu'il nous a raconté, retrouver ce qu'on dit, ses invités dans ces épisodes. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. On va continuer un petit peu dans cette saison 5 avec des épisodes un petit peu particuliers. Encore une fois, on va pas beaucoup parler d'outils dans le prochain épisode. Voilà, c'est un choix, je pense que c'est bien aussi d'ouvrir un peu nos horizons, c'est bien commenter le no-code game en permanence, c'est très intéressant, et vous le savez qu'on le fait tous les jeudis midi sur la chaîne Twitch de No-Code France. Donc dans le podcast, on va essayer un petit peu de s'élargir les horizons avec des nouveaux invités. Voilà, n'oubliez pas évidemment d'aller voir nos formations si ça vous intéresse sur contournement.io, si ça vous a donné envie peut-être de vous mettre au no-code. Et puis surtout, venez sur le Slack de No-Code France, sur le channel podcast Contournement, pour que l'on continue la discussion. Simon est là aussi, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis c'est toujours sympa de faire une petite suite à l'épisode et voir ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis surtout à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.